grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Ilana Ferradian. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nos éditeurs ont l'habitude de vous écouter tous les matins dans le morning de Radio J. Mais si vous êtes avec nous cet après-midi, Ilana, ce n'est pas pour évoquer l'actualité du Proche-Orient, mais votre actualité. Vous faites paraître aux éditions David Reynark un livre absolument poignant, 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA. Un témoignage sensible, bouleversant, parfois très dur aussi sur l'épreuve qu'a constitué pour vous et votre époux la quête d'un enfant. C'est le journal d'une jeune femme, d'une épouse, d'une maman en puissance qui est prête à tout, absolument tout, pour donner la vie. Alors Ilana, ma première question ne portera pas sur vous, mais sur l'autre héroïne de cette histoire d'amour et de don, une histoire qui se termine bien. Comment va votre petite Victoria ? Eh bien, ça va très bien. Elle va fêter ses 2 ans dans un peu moins d'un mois. Donc, c'est mon bébé miracle. C'est pour ça que je l'ai appelée Victoria, parce que ça a été une belle victoire au bout d'un chemin qui a été très, très, très difficile. Et voilà, elle dort pas la nuit. À cause d'elle, je ne dors pas. Mais peu importe. C'est un amour. Je l'aime vraiment. Enfin, c'est très puissant. En fait, de toute façon, l'amour d'un parent pour son enfant, et encore plus quand on l'a attendu. Donc, elle va très bien. Ilana, qu'est-ce que vous avez ressenti le 16 décembre 2022 quand, devant l'échographie, vous découvrez que votre bébé va bien, que la grossesse est enfin, on peut écrire enfin en grand, en majuscule, est enfin fiable? J'étais surtout très 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 soulagée parce que c'est vrai que j'avais eu pas mal de déconvenues avant et comme je l'explique dans le livre, une échographie pour une personne qui galère, qui a fait tellement comme moi de fécondation in vitro, qui a eu tellement d'échecs, une échographie c'est pas un moment où on va rencontrer son bébé et lui dire bonjour ou découvrir son sexe, si c'est une fille ou un garçon. En général c'est ce qu'on attend lors des premières échographies. Moi c'était vraiment savoir si le bébé allait bien, si il allait survivre, s'il était en bonne santé, si tous ses organes étaient là, s'il n'y avait pas de malformation, etc. Donc non, ça a été un immense soulagement et d'ailleurs, je raconte un petit peu comment ça s'est passé avec le médecin. Voilà, c'était un moment vraiment... non, c'était un moment unique et surtout de soulagement. Ouais, de soulagement. Rien n'est finalement banal dans votre histoire. Chaque moment, chaque étape, douloureuse ou heureuse, est très particulière parce qu'elle s'inscrit dans un cheminement douloureux, souvent douloureux, mais avec cette fin donc positive. Dans son avant-propos, Ilana, le professeur Paul Atlan présente votre livre comme un éloge de la patience et du courage, et le lecteur et l'homme que je suis avoue avoir été assez époustouflé devant le fait que vous soyez prêté à subir. Je crois que le verbe est celui qui convient le mieux ici. Tout ce que vous avez été prête à subir pour tomber enceinte. La douleur est partout dans le livre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, Ilana ? Est-ce que ça a été la douleur physique ? Il faut préciser que vous souffrez d'adénolyse. D'adénoliose, pardon. Je savais que j'allais me tromper. C'est pas grave. Une variante de l'endométriose. Est-ce que c'est cela la douleur physique ? Est-ce que c'est aussi, ou peut-être encore plus, l'incompréhension, parfois le manque de tact de ceux qui vous ont entouré, dans votre famille, parmi vos amis, ou est-ce que c'est l'attente et le sentiment d'échec qui a toujours été là, qui vous a un peu rongé ? Ouais, c'est une question très importante, Steve, et c'est vrai qu'un parcours PMA, ça se limite pas seulement à des examens, à des douleurs physiques, mais aussi à tout ce qui est psychologique. Et c'est vrai que pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est quand même le parcours psy. C'est-à-dire vraiment l'éloignement des personnes, l'incompréhension, le fait de pas avoir d'oreille attentive, les échecs successifs, le fait de ne pas savoir si on va y arriver, la peur, comme je l'explique, parce que j'ai mis très longtemps en fait à comprendre que le vrai sentiment que j'avais, au-delà de la colère et le fait de ne pas réussir, c'était la peur d'échouer, la peur de jamais y arriver, la peur de voir toutes mes amies tomber enceintes et devoir assister à ces naissances. C'est très difficile. Vous reconnaissez que chaque fois que vous apprenez qu'une amie, un proche tombe enceinte, vous avez le courage de dire parfois c'est très difficile, oui. Je me mets en colère, je crie dans la voiture. Ouais. C'est pas simple. C'est pas simple du tout et c'est tabou malheureusement. Et c'est pour ça que on finit un peu par, on va dire, s'éloigner des personnes parce qu'on a peur aussi d'être jugé. Voilà, quand quelqu'un tombe enceinte et on est censé être hyper heureux, etc. En fait, nous, notre colère, elle est pas dirigée contre ces personnes, elle est dirigée contre nous-mêmes en réalité. Cette colère de pas réussir, cette colère, voilà, d'échouer. On se dit mais notre corps ne nous écoute pas. Donc en fait, la colère qu'on ressent au moment d'une annonce de grossesse, elle n'est pas due à la personne. En réalité, on s'en fiche complètement. C'est très bien pour elle, etc. Mais ça nous rappelle beaucoup, beaucoup d'échecs. Et c'est vrai que quand on est dans un parcours PMA très long, où on attend depuis plusieurs années et qu'on voit que un couple qui s'est rencontré bien après nous et qui a eu un enfant heureusement. Et qui dit qu'au bout de 6 mois, après avoir attendu 6 mois pour être enceinte, la personne vous dit, votre copine
copine vous dit j'ai galéré quand même. Ouais, ça vous le supportez pas. C'est un peu énervant quand même. C'est un peu énervant quand nous on a déjà notre dossier médical qui fait la taille du code pénal. On se dit mais c'est quand même fou. Et oui, il y a des moments où on n'arrive même plus en fait à aller à des Brit Mila, à des soirées où on présente des bébés parce que c'est trop difficile émotionnellement et c'est pas du tout dirigé contre les personnes. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles aussi qui se sentent un peu seules, un peu lésées parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont être mal jugées ou qu'elles vont, on va dire qu'elles veulent sauter du mal, porter le mauvais œil, etc. Mais pas du tout. En fait, elles sont juste seules, tristes et elles ont aussi envie d'avoir ce bonheur-là. Alors, votre Victoria est née le 1er juillet 2023, un beau bébé de 3,730 kg que ses parents, pour qui ses parents ont multiplié les efforts pendant 7 ans pour qu'elle vienne au monde. Ce livre s'adresse bien sûr à toutes les mamans et aux couples, parce que c'est aussi une histoire de couple, on va en parler tout à l'heure, qui passe par la PMA, mais c'est aussi peut-être un texte que vous allez léguer à votre petite fille qui découvrira un jour l'histoire de sa naissance. Ouais. J'y ai pensé d'ailleurs souvent en relisant le livre. Bon là, on est encore loin quand même. Oui. 2 ans, elle est précoce. Du jour où elle le lira, mais c'est vrai que c'est important. Il faut qu'elle sache aussi qu'elle a été très désirée, qu'elle est très aimée, que c'est pas c'est vrai que quand elle est née, on m'a dit c'était un bébé précieux. Je ne connaissais pas du tout ce terme. Après, pour moi, tous les bébés sont précieux, qu'ils soient attendus 1 an ou 7 ans. Mais oui, effectivement, j'espère qu'elle va le lire, qu'elle va le comprendre et que pour moi c'est un témoignage d'amour aussi envers elle, que j'ai tout fait pour la faire venir au monde surtout. Alors vous nous proposez, Ilana, avec ce journal de bord de votre PMA, de sortir l'infertilité de la honte qui cornérise, qui condamne souvent au silence ceux et celles qui en souffrent. À quel moment est-ce que vous avez décidé non seulement de mettre des mots sur ce que vous qualifiez de calvaire, mais aussi de publier ce texte? Presque tout de suite en fait, c'est-à-dire au bout d'1 an de galère, quand j'ai commencé ces récits fin 2017, donc c'était un peu plus d'1 an après mon mariage, j'ai commencé à sentir que c'était lourd, j'arrivais pas forcément à en parler autour de moi, j'avais besoin d'exprimer cette tristesse et cette colère et je trouvais pas d'oreille attentive. Donc moi j'ai toujours aimé écrire, ça a toujours été assez naturel et je me suis dit je vais commencer par comme un journal intime à raconter vraiment toutes mes émotions. Je pourrais pas être jugée de toute façon, c'est des choses que je vais garder dans mon ordinateur pour moi. Et puis en fait au fil des pages, je me suis rendu compte que ça pouvait quand même aider parce que moi je voyais aussi parallèlement qu'il y avait beaucoup d'autres personnes sur Internet qui étaient dans les mêmes cas que moi. Vous avez passé beaucoup de temps sur les forums pour essayer de comprendre la situation. C'est ça, et surtout essayer de me rassurer, de trouver des personnes dans la même situation, de trouver des solutions aussi, parce qu'au bout d'un moment, les médecins ne trouvent pas de solution, donc on se dit on va aller chercher nous-mêmes les solutions. Donc on essaye de voir qui a les mêmes problèmes, qu'est-ce qui a marché pour telle personne ou telle autre personne. Et donc finalement, au fil des pages, on se rend compte que c'est un récit qui peut aider en fait beaucoup. Et moi, je pense que c'est le genre de livre dont j'aurais eu besoin en fait au moment vraiment où j'étais dans le mal, quoi. Vous avouez avec une franchise déconcertante avoir été dominé pendant ces années par des sentiments complexes aussi à avouer, le sentiment de honte, de culpabilité, d'impuissance, mais aussi de colère face au manque de tact, on disait tout à l'heure, d'empathie, de délicatesse aussi avec ces questions lancinantes. Pourquoi n'es-tu pas enceinte? Alors, lancez-vous. Le professeur Atlan pointe dans son texte, l'avant-propos, les déficiences en matière d'accompagnement psychique et pas seulement physique de la femme et du couple. Est-ce qu'il vous semble, Ilana, que ça devrait être pointé comme une urgence presque nationale? Oui. Alors après, je sais que dans les hôpitaux publics, moi, c'est vrai que j'ai été en clinique en fait pendant tout au long de mon parcours avec j'étais dans 3 hôpitaux différents, mais qui fonctionnaient un petit peu quand même comme des établissements très privés. Il y avait ce manque d'accompagnement psychologique. Je sais que dans les hôpitaux publics, ils proposent un accompagnement psychologique, mais après, pas forcément de liste de noms. C'est-à-dire, on doit aller chercher nous-mêmes les médecins qui pourraient nous accompagner. Et ça, c'est problématique parce que déjà, on n'a pas forcément envie de parler de soi à un inconnu. On ne connaît pas forcément les bons psychologues qui vont pouvoir nous aider. Donc oui, je pense qu'on devrait en fait automatiquement, chaque médecin devrait avoir une liste et vraiment fortement recommander à chaque patient, qui est dans un parcours long, d'entamer cette démarche, de rencontrer un psychologue. Ilana, vous avez été confrontée à très nombreux médecins, souvent compétents, parfois maladroits, à des psychologues ou à des thérapeutes pas toujours convaincants, avec des thèses parfois qui vous ont rebuté, qui vous paraissaient en tout cas pas pertinentes. Mais il y a un autre acteur qui est toujours à l'arrière-plan dans ce livre et dont on comprend que le rôle a été majeur, votre époux. Pourquoi sa présence a tant compté?
Je pense que c'est important quand même d'avoir quelqu'un auprès de soi dans un parcours PMA comme ça. Quand on est une femme, son mari, forcément, si on peut pas compter sur son mari, sur qui on peut compter dans ce genre de parcours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent pendant des parcours de fécondation in vitro parce que vous écrivez, Ilana, c'est trop dur. Avoir eu peur aussi d'être abandonnée. Oui. Oui, forcément. C'est une question que se posent, je pense, toutes les personnes qui sont infertiles. D'ailleurs, ça peut aussi être l'homme qui, dans une situation d'infertilité, peut se poser la même question. Alors, dans le cas présent, c'était moi. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose forcément. Est-ce qu'il va rester avec moi parce que je pourrais pas construire une famille? Et construire une famille, c'est le but forcément de tout couple qui s'aime, surtout dans la communauté. C'est un but à atteindre. C'est un peu le sens de la vie. Alors, évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a beaucoup de personnes qui sont très heureuses sans enfants. Mais c'est vrai que nous, c'était, pour mon mari et pour moi, c'était vraiment le sens de notre vie d'avoir un enfant. Et donc forcément, on se pose ces questions-là. Et c'est vrai qu'il a toujours été présent. Il a toujours été là au rendez-vous. Je pense que c'est quand même très important d'avoir une épaule sur qui se reposer, sur qui pleurer, pouvoir aussi raconter toutes les choses qu'on peut pas forcément raconter aux autres. Donc présence très très utile. Alors Ilana, dans ce panorama, il y a vous bien sûr, il y a les médecins, il y a votre mari, et puis il y a Dieu. Vous êtes profondément croyante, vous le rappelez dans le livre, c'est aussi ce qui vous a fait tenir 7 fois par terre, 8 fois debout? Je sais pas, en fait, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que à la fin du parcours, quand j'avais eu vraiment beaucoup de déconvenues, une tragédie, j'avais vraiment une colère finalement envers Dieu, envers l'univers. Parce que certains vous disent aussi que c'est un signe peut-être de ne pas tomber enceinte et ça, vous ne l'acceptez pas. C'est compliqué quand même. On a fortement envie de frapper la personne qui nous dit que c'est un signe quand on passe par là, parce que forcément, qu'est-ce que c'est un signe? C'est-à-dire un enfant qui naît avec des malformations, une personne malade, une personne handicapée, c'est un signe qu'elle soit dans cette situation. Insupportable. C'est insupportable. Et donc non, c'est vrai que la foi, je sais pas si c'est vraiment la foi. Je pense que c'est aussi une question de personnalité, c'est-à-dire que c'était vraiment je voulais vraiment avoir ce bébé. J'étais vraiment prête à tout pour ça et je pense que ça va au-delà de la foi. C'est vraiment une question de ténacité, de personnalité et voilà. Et puis après, c'est vrai que je raconte beaucoup de choses en rapport avec la religion parce que ça aussi, c'est intéressant d'ailleurs aussi à aborder. Ouais. Un livre de combat et d'amour. Merci beaucoup, Ilana Ferland, d'avoir été avec nous. Je conseille vivement la lecture de votre journal de bord d'une PMA. 7 ans à t'attendre. C'est publié aux éditions David Reynard. Oui, Ilana? Alors, j'aimerais juste rajouter pour ceux qui veulent me rencontrer, qui veulent qu'on parle du livre, il y aura une dédicace samedi après-midi. Alors, je suis désolée, c'est Shabbat. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé forcément d'acheter le livre. Vous pouvez juste venir parler, à partir de 16h samedi. Ça sera au 118 rue de la Pompe dans le 16e arrondissement de Paris, librairie Lamartine. Donc, ce samedi. Merci beaucoup, Ilana, à très bientôt et à demain à partir de 6h pour le morning. Absolument, merci.